Bonjour, bienvenue. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. On ne vous voit pas très bien avec la lumière, mais on devine des masques. C'est quand même l'avantage des masques pour aujourd'hui, s'il y en a un. Bienvenue pour ce témoignage. Moi, je suis contente d'animer ce moment-là avec Aurélie et Flavien qui vont nous éclairer à travers un témoignage concret de comment on met en place une politique RSE. Et Flavien qui nous aidera à prendre un pas de recul avec son expertise RSE. Je m'appelle Anne Billier et là, je représente le mouvement Impact France, dont l'objectif est de rassembler, de fédérer des entreprises en transition, des entreprises engagées, pour faire de l'économie de demain une économie plus juste et plus durable. Donc, on est en plein dans le sujet aujourd'hui et contente d'animer ça pour aller dans le concret et l'opérationnel. On s'est rencontrés du coup avec Aurélie il y a 10 jours pour préparer ça. Et on va démarrer plutôt par la présentation de l'entreprise que tu diriges, qui est Galapagos Gourmet. Et ensuite, on verra un peu concrètement la RSE, qu'est-ce que ça veut dire chez eux et ce que vous avez mis en place. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Aurélie Tacquart et je préside le groupe familial Galapagos Gourmet. Donc Galapagos Gourmet, on est une fédération de PME et plus précisément une fédération de biscuiteries, puisqu'on a 8 biscuiteries dans le groupe et une petite chocolaterie. Ce sont toutes plutôt des petites entreprises, la plus petite à 20 salariés jusqu'à une centaine de salariés pour le plus grand site. On a un groupe familial puisque c'est mon père en 90 qui a racheté la biscuiterie Gavotte à Dinan, donc les crêpes dentelles, et qui ensuite a fait grandir le groupe par croissance externe avec une consolidation autour du métier de la crêpe dentelle, puis une complémentarité dans la galette, le palais breton, voilà les biscuits qui vont bien ensemble, et puis le chocolat dernièrement. La particularité de nos entreprises, c'est qu'elles ont toutes plus de 100 ans en fait. On a fêté l'année dernière les 100 ans des biscuiteries les plus emblématiques ici en Bretagne, Gavotte et Traumad. Il y a une autre entreprise qui a rejoint le groupe l'année dernière qui s'appelle Fossier à Reims, qui fabrique les biscuits roses de Reims. Donc cette année, on fête les 265 ans. C'est la plus vieille biscuiterie de France. Et moi, il y a un label dans le groupe qui m'est cher, c'est le label Entreprise du patrimoine vivant, puisqu'il est commun à toutes nos biscuiteries et notre petite chocolaterie qui est en train de l'obtenir en ce moment. Chaque mot est important dans Entreprise du patrimoine vivant, puisqu'on fait partie du patrimoine français, on fait partie du patrimoine gastronomique. Vivant, c'est pour le côté dynamique, on n'est pas non plus des métiers d'avant, on est bien des métiers d'avenir. Et puis, c'était surtout important pour moi en termes de reconnaissance au sein de nos ateliers, puisqu'on détient des véritables savoir-faire qui sont uniques, la crêpe dentelle de Bretagne, le palais breton, les sarments du Médoc ou le biscuit rose de Reims. Et donc, c'est les personnes qui sont dans les ateliers tous les jours qui détiennent ce savoir-faire et qui le transmettent aujourd'hui de génération en génération. Voilà. Et alors, la RSE, Aurélie, chez vous, ça s'est implanté il y a pas mal de temps. Vous étiez assez précurseur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la démarche, Oui. les jalons clés, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je pense qu'on faisait de la RSE avant de connaître la signification des initiales RSE dans le groupe. Je pense que c'est parti d'une démarche d'un individu, celle de mon père, qui avait des convictions. On a été adhérent au Global Compact dès 2003, donc on a été dans la première vague des entreprises françaises adhérentes au Global Compact, mis en place par les Nations Unies. On a écrit notre première charte éthique avec l'ensemble des salariés du groupe en 2012. Voilà, c'est des dates qui sont fondatrices, on va dire, des jalons qu'on a posés au fil des années. Il y a eu un élément qui a été très fondateur aussi. En 2015, on a décidé de travailler avec l'ensemble des salariés sur la vision de notre groupe dans 10 ans. Donc, on leur a demandé de se projeter en 2025. Et voilà, bien sûr, on parlait de nos activités, de nos technologies, de nos produits. Et finalement, à l'issue de ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de thématiques autour de la RSE. On utilise du chocolat, mais d'où vient notre chocolat ? On était en train de construire notre nouveau siège social, mais qu'est-ce qu'on voulait qu'il représente ? Qu'est-ce qu'on voulait qu'il y ait autour ? On est des entreprises, encore une fois, qui sont implantées dans le territoire. Donc, quelles sont nos relations avec le territoire, nos villes, nos campagnes ? Et donc, on était en 2015, mais déjà à l'époque, on s'est dit, faut que ce soit un vrai axe de travail, il faut que ce soit un vrai axe de différenciation.
Et on a écrit notre première feuille de route, on va dire RSE, même si encore une fois, on ne parlait pas de RSE à l'époque. Mais voilà, nos objectifs à 3, 5 ans. Ça avait, on va dire, voilà. Ce qui était bien, c'est que c'était formalisé. Ce qui nous manquait avec le recul, c'est des objectifs chiffrés, datés, parce qu'on faisait les choses, encore une fois, par conviction, un peu avec une gestion comme une entreprise familiale, on va dire, en bon père de famille, ce qui nous semblait cohérent. Mais il nous manquait parfois le résultat ou bien le benchmark pour se dire sur ces thématiques, sur ces données extra-financières, comment on se situe, est-ce qu'on a bien travaillé ou est-ce qu'on n'a pas bien travaillé. Donc on a retravaillé encore, on a profité de la crise du Covid pour se reposer des questions aussi, après avoir travaillé la vision, on a voulu prendre du temps pour travailler sur notre mission. Donc on a pris ce temps l'année dernière avec nos collaborateurs. Et là, on va dire, on a déployé une véritable feuille de route. On a fixé notre premier objectif, qui est pour moi le plus important, c'est qu'en tant qu'entreprise centenaire, notre objectif, c'est d'être encore là dans 100 ans. Et finalement, ça peut paraître voilà, une phrase du marketing, mais être là dans 100 ans par rapport à tout ce qui bouge autour de nous, pour moi, c'est l'engagement le plus important. Et aujourd'hui, on s'est fixé des objectifs concrets, chiffrés, et puis voilà, c'est suivi comme tout indicateur économique, on va dire. Alors ça me rend curieuse, dans 100 ans, ça ressemble à quoi? Vous vous êtes dit quoi comme axe? Alors, on n'a pas écrit l'entreprise telle qu'elle serait dans 100 ans, mais ce qu'on s'est dit, c'est que dans 100 ans, on aimerait que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, aient la même chance que nous de déguster nos bons produits, nos bons biscuits. Voilà. Vous serez encore là dans 100 ans. Bon, c'est notre objectif. On y travaille. Et quand on a échangé, on a identifié notamment un peu un cas concret, parce que la RSE, il peut y avoir plein de projets derrière une politique RSE. Et on a notamment parlé du site de l'Envalais et la thématique des emballages, d'où le nom sur les barquettes. Particulièrement intéressant, parce que c'est des projets très concrets, avec une entrée industrielle. Et en fait, c'est parti d'une contrainte qui est devenue une opportunité. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, effectivement. Donc, pour cette conférence, on m'a demandé de réfléchir à un cas très concret de ce qu'on avait pu mettre en place. Et finalement, cet exemple, il n'est pas venu d'une volonté. Voilà, on ne travaillait pas dessus depuis des années. C'est tombé un jour sur le bureau. Donc, le contexte, c'est qu'en 2015, on construit une nouvelle usine à Dinan, à côté de Dinan, pour les crêpes dentelles de Dinan, pour Gavotte. L'usine qu'on avait datait des années 60 et n'était plus en capacité de pouvoir suivre le développement de l'entreprise. Donc, on construit une nouvelle usine. Donc, il y a un projet de déménagement de deux ateliers. Atelier de crêpes dentelles au chocolat, où c'était juste un déménagement, donc pas de changement particulier. On continue à produire nos crêpes comme on le faisait avant. Et par contre, un gros projet sur l'atelier de crêpes dentelles nature, donc le produit historique de l'entreprise, puisque jusqu'alors, les crêpes dentelles étaient ramassées à la main. Et donc, on avait identifié ce poste de travail comme un des plus pénibles dans l'entreprise. Les TMS, difficulté de trouver du personnel pour faire ce métier pour l'avenir. Donc, on a décidé de profiter du déménagement pour automatiser le ramassage des crêpes dentelles. Donc, à l'époque, les crêpes dentelles, elles étaient placées dans une barquette en plastique qui ensuite était filmée dans un film plastique. Donc, on va dire que c'était surtout un projet industriel. Les équipes techniques travaillaient dessus. Le marketing n'était pas associé puisque le produit n'était pas censé bouger. C'était vraiment la technologie qui devait évoluer. Et puis un jour, on nous apporte un paquet de Gavotte, crêpes dentelles nature, qui avait pris 30% de son volume. Et on nous dit, on vous présente le nouveau paquet de Gavotte qui va être développé maintenant dans la nouvelle usine. Donc plus 30% de carton, plus 30% de plastique sur la barquette. Et donc, bien sûr, on nous donne les explications. C'est qu'un geste manuel qui était très précis avant, on prenait les crêpes dentelles, on les posait dans une barquette plastique. Le jour où c'est un robot qui le fait, on a besoin de marge de manœuvre un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, le robot n'est pas aussi précis que la main. Et donc, c'est pour ça qu'on nous explique que l'étui va être plus grand. Donc, bien sûr, on a un veto total de la part de notre équipe commerciale qui dit c'est pas possible, on ne peut pas vendre ce produit, on n'aura même pas la place de le mettre en rayon. Et puis nous, en tant que dirigeants, on se dit effectivement que au-delà de la contrainte commerciale, on ne va pas dans le bon sens. On met le même nombre de biscuits dans l'étui et puis on met plus de plastique et plus de carton.
Donc là, il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a une usine qui est en train d'être construite. Il y a des investissements qui sont lancés et qui sont très lourds. Et c'est difficile de faire marche arrière sur ce type d'investissement. Donc voilà, on réfléchit comme on peut. Et puis effectivement, assez rapidement vient la proposition de retirer la barquette. Et là, ce qui était très intéressant dans l'entreprise, c'est qu'on aurait pu se dire que c'était à la base une contrainte technique, parce que ça l'était. On changeait totalement le projet industriel, on revoyait totalement les lignes de conditionnement. Mais le frein n'est pas venu de là en premier. Le frein est venu encore de l'équipe commerciale qui ne croyait pas au fait que le produit puisse, parce qu'on a un produit quand même qui est très fragile, la crêpe dentelle, ne croyait pas au produit sans barquette. Donc on a investi, on a fait des tests de transport avec des échantillons sans barquette. On a fait des études consommateurs en présentant un produit sans barquette au consommateur pour voir si lui, ça le gênait dans sa perception. Voilà. Et les études consommateurs étaient positives, donc voilà, on retire la barquette, plutôt bien. Et les tests de transport étaient positifs aussi, parce qu'on sait qu'on a toujours des petites miettes avec la gavotte, mais on va dire que ça fait partie de l'expérience gustative, mais pas plus qu'avant. Donc nous, on y allait très confiants, on représente le projet, voilà, on retire la barquette. Et finalement, ce qui a été très étonnant, c'est qu'encore une fois, le frein, il était interne. Parce qu'il y avait beaucoup de réticence à retirer cette barquette que tout le monde pensait protectrice en fait. Et nous, elle avait un rôle dans le convoyage du produit sur la ligne de conditionnement, mais finalement, son rôle protecteur était une idée reçue. Et ça pose la question effectivement de la conduite du changement, comment les équipes suivent ce pas. Parfois, tenter le coup, tester, voir ce qui se passe, malgré les résistances en interne. C'est intéressant parce qu'on est sur des choses très concrètes. On est dans de la RSE, dans l'opérationnel. Qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'on en parlait aussi d'un effet un peu ricochet de on fait ce petit projet-là, ça marche, qu'est-ce que ça ouvre après comme opportunité? Est-ce que tu peux nous dire, et la suite? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quels sont vos engagements et vos perspectives? Donc déjà, la suite, c'est qu'on y est allé. Voilà, à un moment donné, c'est aussi la responsabilité du dirigeant et puis la prise de décision de dire OK, il y a un risque, on le sait, c'est peut-être difficilement mesurable, mais on y va parce qu'encore une fois, on pense que c'est le sens de l'histoire. Donc au final, le retrait de la barquette en plastique sur la crêpe dentelle nature Gavotte, c'est notre plus grosse référence. Donc c'est une économie de 25 tonnes de plastique par an. Voilà, c'est une réduction de 35% de l'emballage. Des fois, on travaille pour gagner quelques pourcentages en amélioration continue. Là, c'était 35% en une fois, donc c'était une belle réussite. On a suivi, bien sûr, de très près les réclamations consommateurs auxquelles on attache beaucoup d'importance. On n'a pas vu un envolement du mécontentement des consommateurs, donc on s'est dit que voilà, ça a dû passer comme on l'avait prévu. Et puis après, bien sûr, là, encore une fois, je me resitue, on est en 2016. Et même si 2016, on parlait déjà des emballages, on parlait de la RSE, mais il n'y avait pas cette même pression. Et donc, ce projet, il serait sûrement venu s'il n'y avait pas eu cette contrainte. Et aujourd'hui, bien sûr, on travaille sur l'ensemble des emballages de tous nos produits. On est bien conscient qu'une fois qu'on déguste nos biscuits, il reste l'emballage et c'est à nous de trouver les solutions. Il reste du plastique dans l'entreprise. La solution, elle n'est pas à la suppression du plastique pour tous les produits. Par exemple, la crème dentelle chocolat, elle est emballée dans des barquettes plastiques. C'est un petit peu différent parce que la crème dentelle nature, il y a un joli petit papier doré. Voilà. La crème dentelle chocolat, non. Par contre, on travaille sur d'autres typologies de projets. On a travaillé sur les composants pour que cette barquette plastique devienne recyclable. Et donc, elle l'est aujourd'hui. On a travaillé aussi sur les composants justement du film doré de la Gavotte Nature. Voilà, beaucoup pensent que c'est un film alu, mais en fait, on a beaucoup travaillé ces dernières années et la part de papier aujourd'hui dans le papier permet de recycler aussi cet élément. Donc voilà, on va dire que chaque produit a son projet et on a créé un poste aussi, un poste de R&D emballage, voilà, parce que ça fait partie des chantiers prioritaires pour l'entreprise. Merci de voir tous ces engagements, je trouve que ça fait du bien. Et il y avait, tu disais, au centre aussi de tout ça, les consommateurs, qui sont en fait les personnes auprès de qui vous agissez au quotidien. Et cette question de quelles sont les attentes des consommateurs qu'on perçoit. Est-ce qu'on va au-devant de ces attentes ou pas? Est-ce qu'on crée de nouveaux usages, nouvelles tendances? Ou est-ce qu'on répond juste aux attentes des consommateurs? Et ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Et ça me permet de faire la transition vers Flavien.
tu es nouvellement responsable de l'agence rennaise de l'agence Déclic. Tout à fait. Et là, du coup, tu es pour nous éclairer, prendre un pas de recul Voilà, de cette en expérience. tout cas, livrer peut-être une mise en perspective. Bonjour à tous. Merci, merci Aurélie pour ce témoignage. Merci Anne pour les échanges. Moi, je vais retenir 3-4 éléments clés. Déjà, le premier, c'est que l'entreprise, en fait, s'est inscrit dans une vision. Alors là, c'est vrai qu'il y avait l'héritage quelque part un petit peu familial, en tout cas une force de conviction assez forte. Et ça, c'est ce qui a quelque part un petit peu guidé d'une certaine façon. Alors, ces démarches RSE qui ne prenaient pas forcément ce nom, ou en tout cas cette appellation dès le départ, mais on s'aperçoit bien qu'il y avait l'idée, en tout cas, de faire perdurer une force de conviction en intégrant du changement. Donc ça, c'est quelque part un petit peu le niveau stratégique qu'on peut retenir de la démarche. Le deuxième point, c'est qu'il y a un élément, une approche plus opérationnelle. En fait, on parle ni plus ni moins que d'éco-conception. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un souhait de vouloir éco-concevoir un produit, on s'aperçoit aussi que sous l'angle social, l'éco-conception, ça peut résonner plutôt comme une approche environnementale. Là, il y avait bien un souhait de vouloir réduire des impacts négatifs sociaux à travers des tensions musculo-squelettiques qui pouvaient être opérées par cette étape-là du cycle de vie. Et donc, venir réinterroger les choses a permis quelque part d'aboutir à une innovation. Voilà, donc ça, c'est plutôt la partie opérationnelle très importante. Il faut aussi souligner l'audace et le courage. À un moment où des investissements sont sur le point d'être votés, réalisés, de devoir dire peut-être qu'on ne prend pas la bonne route. Quelque part, le cerveau humain n'est pas forcément nécessairement fait pour fonctionner comme cela. En général, on prend une route et puis on se trompe et on met beaucoup de temps à revenir en arrière. Là, j'ai envie de dire qu'il y a eu une vraie forme de sagesse et d'intelligence aussi sur la suite, en se projetant dans le futur. On ne sait jamais de quoi il est fait, mais néanmoins, s'interroger en se disant est-ce qu'on a vraiment l'impression sincèrement au fond de soi de faire la bonne route. Voilà, il fallait aussi avoir quelque part ce réflexe-là. Un troisième point très intéressant, c'est le volet managérial aussi, parce qu'on peut faire de la stratégie, on peut mener des beaux projets opérationnels. Pour autant, si ça ne s'accompagne pas de toute la pédagogie et l'intelligence managériale qu'il est nécessaire de mobiliser, on peut avoir des freins. Là, en l'occurrence, la particularité peut-être aussi du cas, c'est d'avoir des freins internes avant tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu. Parfois, on fait aussi beaucoup de projections sur la manière dont les clients vont appréhender, accueillir telle ou telle solution, que ce soit un produit ou un service. Là, quelque part, dès les premières réflexions, c'était au niveau des commerciaux, si j'ai bien compris, qu'on avait déjà des freins. Et là aussi, ça s'accompagne de pédagogie. J'ai noté aussi la notion de l'approche collaborative, l'inclusion dans les discussions des uns des autres à tout niveau. Et ça, c'est aussi un facteur de réussite, je pense, qui permet de dresser ce bilan. Voilà, donc c'est les mots que j'avais envie de souligner. Bravo en tout cas pour cette démarche-là. Et alors, on m'a transmis quelques questions pour toi, Aurélie. Okay. La première qui est autour de ce fameux dilemme, est-ce qu'on agit pour la planète ou vis-à-vis des attentes des consommateurs? Est-ce que tu peux développer sur ce dilemme? Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'en est pas un? C'est un vrai dilemme. Alors, il y a deux choses dans la question, parce que déjà, si on parle des attentes des consommateurs, déjà, c'est pas simple, parce que le consommateur, on l'est tous, est complexe. Parce que tout le monde veut moins d'emballage, tout le monde veut bien sûr des produits bons pour la planète, mais aussi il y a une demande de praticité, oui. Il y a de plus en plus de consommation nomade et à un moment donné, effectivement, l'emballage, il a aussi son rôle, soit de protection, soit de conservation du produit. Nous, on a encore une fois des biscuits, on a des durées de vie de 12 mois, et sans un emballage hermétique, on va dire, on ne pourrait pas tenir ces 12 mois. Alors après, on peut se poser la question, est-ce qu'un biscuit a besoin de tenir 12 mois? Mais aujourd'hui, tel que la distribution est organisée, on peut peut-être gagner quelques mois, mais on reste sur des périodes de vie qui doivent être longues. Donc la question, c'était ensuite, est-ce que j'agis pour la planète? Est-ce que j'agis par rapport à ce que souhaite le consommateur? On va dire que c'est un vrai dilemme chez tous les dirigeants, j'imagine, parce qu'on a une responsabilité environnementale, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, de maintenir l'emploi, donc garder nos entreprises compétitives sur le plan économique aussi.
Mais voilà, encore une fois, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est une vraie question de tous les jours et encore plus parce que, j'ai un exemple très précis en fait, c'est que cette année, on a voulu, développer la démarche de bilan carbone sur l'ensemble du périmètre du groupe, parce que ça avait été déjà fait il y a quelque temps, mais voilà, le groupe a beaucoup changé ces dernières années, donc on souhaitait, rétablir, on va dire, un peu notre note de départ pour vraiment se dire, quelles sont nos priorités et sur quoi on doit travailler de manière ardue. Et j'ai déjà des résultats et en fait, il y a des choses très étonnantes. C'est que là, par exemple, je suis venue vous parler des emballages et c'est un vrai axe de travail dans l'entreprise. Et en fait, par rapport aux résultats de notre bilan carbone, la part emballage, elle est pas insignifiante, bien entendu, mais elle est faible par rapport à d'autres enjeux et d'autres enjeux dont on ne parle pas, voilà, des priorités sur lesquelles on a décidé de travailler mais qui ne sont pas au cœur, on va dire, des débats sociétaux, quoi. Et il y avait une question d'ailleurs par rapport à ça, des ingrédients en fait dans les recettes, Ouais. au-delà des emballages. Mmh. Est-ce que vous avez en tête ou vous avez déjà banni des ingrédients à cause de leur bilan carbone? Non, pas encore. Alors, on a banni des ingrédients par rapport à leur, enfin voilà, il y a pas de conservateur, il y a pas de colorant, il y a que des bonnes choses, on va dire, dans nos produits. On n'a pas encore banni, d'ingrédients, pour cause de bilan carbone. Mais si on devait le faire, c'est là que c'est étonnant, c'est que ce sera le chocolat en premier. Et le chocolat, ça reste l'ingrédient préféré, de tous les consommateurs de biscuits. Donc quand on parlait de dilemme, c'en est Il y en a bien plein un. dedans. Il y avait une autre question qui était attrait à justement l'histoire que vous avez, une entreprise avec une forte histoire. Il y avait une question sur est-ce qu'il est plus difficile d'innover pour la planète quand on est une entreprise traditionnelle avec une longue histoire, peut-être des héritages, des façons de faire qui sont héritées dans le temps. Mmh. Est-ce que c'est plus difficile d'innover quand on a 100 ans d'histoire? Alors non, je ne pense pas que ce soit plus difficile d'innover, parce que nous, l'innovation, elle prend une place bien particulière dans l'entreprise. On a longtemps travaillé sur des innovations produits. On apporte, voilà, des produits complémentaires à la fameuse crêpe dentelle, au fameux palais breton. Ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes les innovations qu'on a pu lancer ces dernières années, ça reste la crêpe dentelle nature, le produit historique, qui reste le best-seller. Et c'est comme ça dans toutes les familles de produits. Donc on innove, mais on innove surtout dans les usages, dans justement l'emballage. Voilà, c'est une forme d'innovation. Et de toute façon, encore une fois, pour la pérennité de nos entreprises, on est obligé d'innover, c'est obligé. Et par contre, il y a quelque chose qu'on assure, c'est que la recette de la crêpe dentelle historique ne change pas. Il y avait une dernière question qui était sur tout ce qui arrive en ce moment autour de l'entreprise à mission. Je pense que je me tournerai aussi vers Flavien après pour donner un éclairage là-dessus. On en parle beaucoup depuis la loi Pacte. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez d'embarquer le groupe vers ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce cheminement-là vers l'entreprise à mission? Je pense que c'est une très bonne chose pour que les entreprises s'engagent. Après, nous, au niveau du groupe, c'est quelque chose qu'on a étudié et qu'on continue à regarder. Après, je ne pense pas que ce soit un élément indispensable, on va dire, à notre engagement. Et voilà, je pense que nous, aujourd'hui, par les ambitions qu'on se fixe, par les objectifs qu'on se fixe, voilà, on peut faire aussi bien, mais voilà, ça reste un objet qu'on étudie. Peut-être sur ce concept de mission, rebondir sur la notion de savoir-faire. Mmh. Finalement, l'entreprise souhaite, et c'est ce qu'on lui souhaite également, mais être encore présente dans 100 ans. Donc à la fois par son passé, par ce qu'elle fait aujourd'hui et ce qu'elle a envie de continuer à faire demain, il y a un continuum qui est l'expression et la conservation, la préservation de ce savoir-faire. Donc c'est vrai qu'il y a des savoir-faire qui peuvent être transférés, délocalisés loin d'ici. Là, en l'occurrence, on est aussi au niveau de quelque chose qui a une vraie identité régionale, locale. Mm. Donc peut-être qu'il y a peut-être des éléments de réflexion à aller chercher de ce côté-là pour continuer d'exprimer vraiment l'ADN de l'entreprise. Mm. Mais c'est des choses en fait qu'on a déjà écrit. Après, la question, c'est à savoir, c'est est-ce qu'on va jusqu'à les inscrire dans les statuts de l'entreprise. Donc voilà, ça reste une question, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, on va dire, sur ces thématiques. Ça interroge le niveau d'ambition que vous pouvez aller, avoir envie d'aller chercher par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, avec toutes ces questions qu'on avait en amont, on a ouvert un peu plein de sujets. Je me tourne peut-être vers vous qui écoutez et qui suivez un peu ça. Est-ce que vous avez des questions à adresser, soit à Flavien ou
ou Aurélie d'en profiter. Qu'est-ce que vous souhaitez creuser? On ne voit pas très bien. On ne voit pas, donc on pourra vous entendre si vous avez une question. Ah. Lâchez-vous, lâchez-vous, c'est le dernier, quoi. Ouais. Oui. J'aurais souhaité savoir ce que vous avez déjà pu mettre en œuvre sur vos émissions liées au Scope 1. Alors sur la partie énergétique, effectivement, c'est un point important. Alors déjà, on a fait une marche en avant avec la construction de cette nouvelle usine, puisque on a renouvelé notre parc de fours, qui est, on va dire, une part importante de nos consommations énergétiques, ce qui nous a permis de baisser en moyenne un nouveau four, c'est moins 15% de consommation par rapport à un ancien four, parce qu'un four, c'est un équipement qui se garde quand il est bien entretenu, 10 ans, 20 ans, voire plus dans nos types de métiers. On a aussi installé, comme je disais, quand on a construit notre nouveau siège social avec les collaborateurs, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils représentent. Donc on a installé un parc de panneaux solaires, on va dire, à Lanvalet. Et aujourd'hui, ça nous permet on va dire, il est relié à notre siège social et relié à notre usine pour pas que l'énergie soit perdue. Mais c'est l'équivalent de la consommation énergétique de notre siège social. Et donc, on a ce projet de développer, on va dire, cette source d'énergie sur nos autres sites. Donc aujourd'hui, on investit du côté de Quimper et voilà, ça fait partie des projets possibles futurs. En tout cas, on est très content des résultats. Ça montre que voilà, le niveau d'ensoleillement en Bretagne est bon et permet d'avoir des équipements rentables. Donc voilà sur la partie énergie. Sur la partie transport aussi, ça reste une part aussi considérable et sur laquelle on travaille. On fait partie d'un programme, on a adhéré au programme FRED 21 qui a été mis en place par l'ADEME. Et l'objectif, c'est de baisser de 7,5% les émissions de CO2 dues au transport d'ici 3 ans. Et c'est par du meilleur remplissage de camions, on est en train de développer aujourd'hui une ligne, on a un site à Besançon, et on est en train de développer une ligne qui va, en tout cas de bénéficier du transport du transport ferroviaire de produits pour relier Lyon à l'ouest de la France. Donc voilà. Ça fait partie des choses qui sont en train d'être mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'en profite, peut-être, moi je vais passer le micro dans la salle. Flavien, merci d'avoir proposé, on va échanger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Non, cet été, j'ai mangé comme beaucoup de Bretons et autres des gavottes. Et on était un petit peu autour de cette table à se dire, et à parler aussi RSE, à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce fichu papier? Et j'ai failli vous les renvoyer en me disant, il y a bien quelque chose que Locmaria est en train de faire, ou Galapagos autour de ça. Et j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'a priori, le papier est recyclable. Donc, oui. C'est la dernière étape des 5 R. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez imaginé de pouvoir, en fait, créer une communauté peut-être de consommateurs, il y en a plein, qui pourraient réfléchir, en fait, à qu'est-ce qu'on peut faire avec ce papier, parce que évidemment qu'il est indispensable dans la conservation du produit, donc là n'est pas le problème, ou n'est pas le sujet, mais on pourrait imaginer, en fait, sans doute, pourquoi pas, avant de passer au recyclable, peut-être que d'autres personnes s'en servent, ou d'autres entreprises. Donc, est-ce que vous avez imaginé, en fait, travailler autour de ce sujet de comment on peut aider Galapagos à continuer à travailler ou à durer jusque plus de 100 ans, mais à travailler autour de ce papier, quoi. Enfin, voilà, c'est... Non, vous avez raison. Et en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que de manière générale, on a des consommateurs qui sont quand même très bienveillants avec nous. Voilà, je pense qu'on est un biscuit, mais on est un produit plaisir. Et puis, on renvoie à des souvenirs de jeunesse, voilà, des histoires de famille. Et donc, on a de la chance, comme vous, d'avoir des consommateurs très bienveillants. Et donc, je prends l'idée de réfléchir à ce qu'on peut faire de ce papier. Mais on a quand même des petits témoignages. Alors, c'est anecdotique, mais c'est quand même assez mignon pour que je vous le retranscrive. C'est plutôt des artistes.
On a régulièrement des messages, des courriers avec des photos qu'on nous envoie. Et il y a des gens qui font des choses extraordinaires avec notre petit papier doré, qui font des œuvres d'art, qui font des sculptures. On a une personne à Dinan qui fait des bijoux, des boucles d'oreilles, voilà, avec le papier doré. Et puis, on est partenaire depuis quelques années. Il y a un bel événement qu'on trouve parce que voilà, ça relie pas mal de choses de notre ADN. C'est le Festival des jeunes créateurs de mode de Dinan. Et donc, alors, ça a été repoussé à cause du Covid. Ça va avoir lieu en décembre, mais cette année, les jeunes créateurs de mode avaient pour objectif de créer une pièce collection avec ce papier doré Gavotte. Voilà, donc c'est des petites choses, bien sûr, mais effectivement, ça peut donner des idées pour d'autres grandes choses et je prends la réflexion. Merci. Une question, comment votre groupe arrive à valoriser sa démarche RSE en termes de marque employeur et de recrutement? Pas assez. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je pense que voilà, il y avait des initiatives dans l'entreprise et puis il y avait un peu une petite voix en moi qui me disait on fait quand même, on essaye de faire les choses bien, on les fait bien sûr à notre rythme, mais en tout cas on a cette envie-là et on n'en parle peut-être pas assez par rapport à d'autres qui font voilà, des choses mieux, moins bien. Voilà, mais nous, on a le droit d'exister aussi, on a le droit de montrer aussi ce qu'on fait. Moi, j'estime que sur ces sujets-là, il n'y a pas de concurrence parce que plus on avancera vite ensemble et mieux ce sera, on va dire, pour notre planète, pour l'écosystème. Et donc, l'objectif, je me dis aussi, c'est que de venir en parler, si ça peut donner l'idée à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça qu'en rigolant, je vous ai dit que le parc photovoltaïque, on en est très content. Il y a des rendements supérieurs à ce qu'on avait écrit dans nos petits business plans. Et voilà, c'est le fait de partager et si ça peut donner des idées, tant mieux. Et au niveau de la marque employeur, effectivement, c'est super important parce que comme toutes les entreprises, on a du mal à recruter. On a du mal à recruter à tous les niveaux, que ce soit dans nos ateliers de production ou dans nos bureaux. Et bien sûr, ces arguments aujourd'hui, ils font sens. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'on a proposé, c'est plus qu'un métier, c'est de participer à un projet qui nous semble bon pour l'avenir. Il nous reste encore du temps pour 2-3 questions. Je me tourne vers vous. Il y a des questions. Bonjour, j'ai un problème. Je suis addict au Gavotte. Il faudra qu'on en parle après. Non, dans la même veine, c'est de l'humour bien évidemment, dans la même veine, côté salarié, tous ces engagements, parce que Émery Jacquiel l'évoquait ce matin, cette RSE, c'est un peu une valeur immatérielle et qui pourtant doit se valoriser au niveau de l'entreprise. Côté salarié, comment c'est perçu tous ces engagements? Ils sont portés, ils sont embarqués dans ces engagements, ils en parlent à l'extérieur? Alors, je ne peux pas parler en leur nom, mais en tout cas, effectivement, cette politique RSE, on va dire, elle est vraiment déployée jusqu'aux ateliers. On peut parler en termes de management d'objectifs, même de postes. Avant, on avait, on va dire, une DRH qui avait la casquette de RSE. Elle l'a toujours dans le sens animation, mais la RSE, justement, c'est pas un poste, c'est pas une direction, c'est tout le monde aujourd'hui dans sa fiche de fonction fait de la RSE. Le marketing, quand il conçoit un produit, il peut pas le faire sans penser RSE. Le service achat, quand ils achètent de la farine, ils peuvent pas le faire sans penser RSE. Et donc voilà, donc ça découle dans toutes les fonctions et dans les ateliers, on ne peut pas se permettre de produire des déchets et sans savoir les valoriser derrière. Donc voilà, même en termes d'objectifs, tout le monde a des objectifs liés à la RSE, mais c'est pas une mission à part dans le métier, ça fait partie du métier. Donc je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais en tout cas. Et côté fournisseur, du coup, comment ça se passe aussi? Côté fournisseur, c'est des choses qu'on a écrites aussi et sur lesquelles on avance petit à petit, mais on a des chartes. On met en place des chartes et petit à petit, on essaye de récupérer aussi ces informations auprès des fournisseurs pour que nous, on fasse les bons choix. Je parlais de Fred 21, par exemple, le programme de l'ADEME. L'objectif, c'est que tous les transporteurs avec lesquels on travaille soient certifiés Fred 21. Donc, ou labellisés carbone, je ne sais plus quoi. Voilà. En tout cas, des labels aussi qui nous permettront de travailler avec les bons fournisseurs. Donc, à la fois en forme de tutorat, vous les embarquez dans cette démarche RSE.
Alors, on va prendre une dernière question et après, je laisserai aussi Flavien faire la conclusion et donner un regard d'expert. Bonjour. Bonjour. Je suis venu moi en tant que restaurateur. Quand j'ai vu Barquette, en fait, je suis dans la restauration rapide et donc c'est peut-être plus pour monsieur, enfin je ne sais pas. J'ai lu pas mal de choses disant que d'ici 2023, on ne devrait plus avoir d'emballage. En tout cas pour la restauration sur place, contrairement à ce qui part en livraison à emporter. Mais j'ai plein d'informations et contre-informations. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui est prévu? Alors, non, désolé, je ne vais pas pouvoir faire un point de veille réglementaire spécifique sur ce sujet-là. Ce qui est certain, et au-delà des évolutions réglementaires, c'est qu'on s'aperçoit bien, alors à un moment qu'on commence à voir une exigence se rapprocher, ou quand bien même quand par rapport à l'analyse tout simplement des tendances. En fait, les tendances, on les connaît quelque part. On les sent venir même intuitivement, j'ai envie de dire, en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vraiment à ces tendances un petit peu de fond auxquelles il faut être vigilant. Alors, ça nécessite d'être prêt à une certaine remise en cause, hein, de savoir réinterroger parfois des modèles qui ont rendu service pendant certaines périodes, qui ont pu vivre ou qui peuvent être aussi en train de finir de vivre. Et puis après, il y a des moments un petit peu plus conjoncturels. Alors évidemment, la période de crise que l'on a vécue, qu'on continue de vivre, fait partie de ces moments et puis vient accélérer des choses. Mais en réalité, il n'y a pas forcément grand-chose que l'on ignorait ou qu'on ne savait pas du tout il y a encore 2 ans qui est en train de se produire aujourd'hui. On a d'autres, et c'est peut-être le côté un petit peu moins réjouissant de la RSE, mais tout ce qui nous mobilise et ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui sur des événements de ce type-là, et puis qui guide aussi une implication, des forces de conviction que l'on peut avoir tout au long de l'année, ce sont aussi ces changements, ces bouleversements qui s'annoncent, qui sont d'ores et déjà annoncés, hein, certains depuis plus de 40 ou 50 ans. Et voilà, et c'est aussi à ces choses-là qu'il faut pouvoir se raccrocher pour prendre des décisions. On est dans une sorte de paradoxe permanent. On doit faire du court terme en intégrant le long terme. C'est vraiment la difficulté, la subtilité de l'exercice, mais c'est un petit peu à travers ce prisme particulier qu'il faut arriver à prendre des décisions. Et juste en complément, effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit prêt parce qu'il y a des choses qui peuvent aller très très vite en termes de réglementation et de contraintes. Je crois que c'est hier qui a été voté le fait que au rayon fruits et légumes, interdiction des emballages plastiques à partir du 1er janvier 2022. Donc tout le bio, quid du bio qui était quand même pas mal sous plastique, les carottes lavées qui étaient en emballage plastique. Enfin voilà, la décision elle a été prise, même si bien sûr il y avait des discussions, mais on va dire c'est tombé hier et c'est pour le 1er janvier 2022. Donc voilà, on sait que les choses peuvent aller très très vite sur des sujets comme ça, donc à nous d'être prêts. Peut-être juste rebondir aussi sur cette notion. Donc, il y a beaucoup de produits à usage unique qui ont disparu, hein. Aujourd'hui, par exemple, les ustensiles, les couverts de vaisselle ou autres, c'était des choses, on avait beaucoup de mal à l'imaginer, hein, il y a encore quelques temps, sans parler des sacs plastiques. Et puis, en réalité, ça vient prendre une place à un moment où, effectivement, c'est décrété soit par la force des choses, soit de manière réglementaire, soit les deux. Et puis, en fait, on a du mal au changement, mais on a aussi beaucoup de facilité à le réceptionner quand on n'a pas nécessairement de choix. Voilà. Donc là aussi, c'est peut-être un paradoxe. Le télétravail, c'était une forme d'évidence, c'en est devenu une autre à partir du moment où on a été complètement contraint. Et là, je parle toute organisation confondue. Et puis aujourd'hui, on imagine moins, en tout cas beaucoup d'organisations imaginent moins reculer ou revenir complètement en arrière sur cette notion de télétravail. Donc voilà, on est un petit peu comme pris dans une chaîne à cliquet et il ne faut pas avoir peur quelque part d'innover ou de réinterroger les choses. Je reviens vers vous pour la conclusion. Vous restez un peu, vous avez le temps. S'il y a plus de questions, en tout cas des personnes qui veulent creuser discussion, vous êtes là. Boire un verre d'eau. Avec plaisir. Boire un verre d'eau. Voilà. Et peut-être pour conclure et lancer la suite, dernière question qui est plus vous. Là, on a ouvert plein de sujets sociaux, environnementaux, avec plein d'enjeux, notamment réglementaires. Vous, c'est quoi votre souhait sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver pour les entreprises, la RSE? La question est large. Pour conclure et ouvrir, donner envie de continuer la discussion après.
Alors moi, mon souhait, je ne sais pas si c'est pas exactement la question, mais en fait, clairement, sur ces sujets, on a besoin d'être accompagné et nous, on se fait accompagner parce qu'on n'est pas des experts du bilan carbone, on n'est pas des experts de la RSE et on voit que les choix, ils sont difficiles à faire. Je prends un exemple, ça n'a pas été cité, mais voilà, on a un parc automobile, on réfléchit à passer en hybride, on réfléchit à passer en voiture électrique. Alors, au-delà de la faisabilité pour un commercial qui fait des kilomètres dans la journée, en fait, est-ce que c'est la bonne solution, quoi? Quand on entend que en fait, l'électrique, voilà, par rapport aux batteries, voilà, en fait, on ne sait plus à un moment donné. Et notre responsabilité, des fois, moi, je me dis, plutôt que rester inactif, il faut quand même prendre des décisions, même si des fois, on se trompe. Mais voilà, des fois, il y a des sujets où on est quand même un petit peu perdu et on a besoin d'être accompagné pour être sûr qu'on, voilà, quand il y a l'envie, quand il y a les investissements qui sont faits, faut qu'on soit sûr quand même qu'on va dans la bonne direction, quoi. J'ai envie de rebondir sur le carbone. Alors, c'est une approche thématique, hein, il y en a beaucoup, et puis on sait que la RSE, c'est transversal. L'avantage du carbone, donc en l'occurrence, réaliser l'évaluation de son empreinte carbone ou réaliser un bilan carbone en bonne et due forme, hein, sur une démarche vraiment approfondie et méthodique, je pense que c'est intéressant. Et puis, donc, mon vœu, ce serait que les entreprises s'interrogent toujours plus à ce niveau-là, puisque souvent, et je ne sais pas si ça a été le cas, mais je pense que oui, probablement, quand on lit en fait la photo de son empreinte carbone, on est surpris. On est surpris parce que les postes carbone, on en connaît certains, mais on en découvre aussi d'autres. Donc, c'est aussi quelque part oser se laisser surprendre. Et puis voilà, et après, avoir envie d'avancer ou pas sur ces sujets-là. Mais effectivement, aller peut-être se prêter à cette petite expérimentation et puis se sortir un peu d'une zone de confort. Voilà, ça peut être un souhait aussi pour beaucoup d'entreprises de manière à ce que ça puisse leur rendre service. Merci à tous les deux, Flavien pour Merci. tes éclairages et Aurélie pour un témoignage concret, authentique. Et vous l'avez compris, ils sont là si jamais vous avez plus de questions. Et bonne suite d'événements. Je crois qu'il se passe d'autres choses après. Bonne soirée. Merci beaucoup.